Bien, je vous remercie de vous asseoir. Nous allons passer au séminaire d'aujourd'hui. J'ai le grand plaisir d'accueillir Caroline Huron, qui est chercheuse à l'INSERM, qui travaille dans mon laboratoire, dans l'équipe de Ghislaine, qui développe des recherches sur l'enfant en développement et particulièrement l'enfant dyspraxique. La dyspraxie dont elle va nous parler est un déficit qui est insuffisamment étudié mais qui affecte un pourcentage non négligeable d'enfants. Je voudrais mentionner que Caroline est psychiatre et elle est passée ensuite ses études de l'enfant plus récemment. Je voudrais mentionner aussi qu'elle est actuellement en pause puisque, comment on appelle ça, en détachement, c'est ça le terme exact, pour 1 an, pour développer et autonomiser le plus possible une association qu'elle a créée qui s'appelle le Cartable Fantastique et dont vous pouvez trouver tous les éléments sur Internet. Je suis sûr qu'elle va nous en parler. Le Cartable Fantastique, c'est un ensemble d'outils sur Internet à destination des familles et des enfants pour aider en particulier les enfants dyspraxiques. Mais je pense que ces outils peuvent être très utiles pour beaucoup d'enfants. Ce sont en fait des exercices adaptés et des conseils aussi sur l'attitude à avoir avec les enfants dans les classes et dans les familles. Je voudrais mentionner que le Cartable Fantastique a reçu récemment un prix. Comment s'appelle ce prix déjà? Innovation sociale Le du Conseil prix général de l'Essonne. Voilà, le prix de l'innovation sociale du Conseil général de l'Essonne. On parle parfois de l'Essonne dans les médias en ce moment, mais l'Essonne, c'est aussi Saclay, c'est aussi, aussi de grands centres urbains. Et je suis très très heureux que l'Essonne reconnaisse ce travail et que peut-être ces outils se diffusent progressivement auprès des parents et dans l'éducation nationale. Donc merci Caroline d'avoir répondu à mon invitation. Donc, merci. Je remercie donc Stanislas Dehaene de m'avoir proposé de présenter mon approche de l'enfant dyspraxique, qui va donc de l'étude, enfin d'études, de recherche fondamentale, jusqu'au développement d'outils pour faciliter la scolarisation de ces enfants en situation de handicap. Et donc c'est une approche qui va réellement du laboratoire à la salle de classe, mais dans laquelle je garde toujours un regard de chercheur en sciences cognitives. Donc c'est ça que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. On va démarrer donc sur la définition de la dyspraxie avec une première difficulté qui est que le terme de dyspraxie que j'ai gardé ici dans mon titre et que je garde quand je parle de ces enfants parce qu'il prévaut encore en France, a été en fait abandonné par un consensus international, une première fois en 1995, puis une deuxième fois en 2006 à Leeds, par l'ensemble de la communauté scientifique qui travaillait chez ces enfants parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur ce que recouvrait en fait le terme dyspraxie. Donc ils ont choisi à la place une dénomination qui s'appelle le trouble de la coordination motrice d'origine développementale et qui est définie de la façon suivante. Cela concerne des enfants qui ont des performances dans les activités qui requièrent une coordination motrice inférieure à celle attendue pour un enfant du même âge et ayant eu les mêmes opportunités d'apprentissage moteur que les autres. Voilà. Donc ça concerne la maladresse, ce sont des enfants qui font un certain nombre d'erreurs, qui échouent à faire un certain nombre de gestes, mais ce sont aussi des enfants qui peuvent être lents dans la réalisation de ces gestes. Et là, j'attire votre attention sur le fait qu'en sciences cognitives, en psychologie cognitive, quand on fait des mesures, on mesure le plus souvent, par exemple, des mesures de temps de réaction. On demande à quelqu'un de déterminer si un rond est rouge ou bleu. Et on va mesurer sa capacité à discriminer entre le rouge et le bleu. Eh bien, on va mesurer deux choses. On va mesurer le temps de réponse de cette personne et le nombre d'erreurs. Et un certain nombre de fois, il y aura des erreurs. Et pour certains sujets, il n'y aura pas d'erreurs, mais les temps de réponse seront beaucoup plus lents. Et dans ces cas-là, nous conclurons de la même façon que s'il y avait des erreurs que la discrimination entre le bleu et le rouge est déficitaire. Voilà. J'attire votre attention là-dessus parce qu'on nous dit énormément « Non, mais cet enfant, il n'a pas du tout de problème à réaliser les gestes, par exemple en gymnastique, il est juste lent. » Ben, ce n'est pas normal d'être lent un certain nombre de fois dans la réalisation de fonctions cognitives.
Ensuite, pour qu'on puisse parler de trouble, il ne suffit pas qu'il y ait un déficit des performances motrices, il faut que ce déficit ait un impact sur la vie quotidienne de ces enfants. Il faut qu'ils soient gênés dans la vie de tous les jours et il faut qu'ils soient gênés à l'école. Voilà. Si on a juste des anomalies de compétences motrices mais qu'il n'y a aucun impact dans la vie quotidienne, on n'est pas dans le cadre du trouble. Pour qu'on puisse parler d'origine développementale, il faut que le début des symptômes ait existé à un stade précoce du développement. Malheureusement, ça ne signifie pas actuellement, en tout cas en France et pas seulement en France, que les enfants sont diagnostiqués précocement. Ce que ça signifie, il y a beaucoup d'enfants, malheureusement, qui ne sont pas repérés au moment de la maternelle, qui ne sont pas repérés même au moment du primaire, et qui sont parfois repérés juste au moment du collège, voire du lycée. Donc ça ne signifie pas qu'un enfant diagnostiqué dyspraxique à 12 ans n'est pas dyspraxique parce qu'il est diagnostiqué tard. Ça signifie que si on interroge en fait la famille, on retrouvera le plus souvent dans la petite enfance, lors de l'apprentissage de l'écriture, un certain nombre de signes qui existaient déjà. Voilà. Et pour qu'on puisse parler d'origine développementale, eh bien, il faut que ces déficits moteurs ne s'inscrivent pas dans une histoire de déficience intellectuelle et ne soient pas liés à une pathologie neurologique. Là encore, ça ne signifie pas qu'on ne peut pas avoir une insuffisance motrice cérébrale et un trouble de la coordination motrice. Simplement, on ne parlera pas à ce moment-là d'origine développementale. Et donc, ce ne sont pas les mêmes études qui sont réalisées chez ces enfants. Donc, dans toutes les études que je vais vous présenter, on va utiliser cette définition-là parce que c'est une définition qui permet à tous les chercheurs du monde entier de s'accorder sur le fait qu'ils sont en train d'étudier le même type d'enfants. Alors, la question qu'on nous pose, je crois, le plus souvent à tous ceux qui travaillent sur la dyspraxie, la première question, c'est combien il y en a ? Alors, première chose à savoir, à ma connaissance, il n'y a pas d'étude dans laquelle on a compté le nombre d'enfants présentant un trouble de la coordination motrice dans un pays. Il n'y en a pas de toute façon en France, mais il n'y en a pas dans d'autres pays. Ce qu'on fait, c'est des études de prévalence, c'est-à-dire qu'on extrait un échantillon, par exemple 5000 enfants, que l'on considère comme représentatif, si possible, de la population générale, et dans ce groupe d'enfants, on détermine combien il y a d'enfants qui présentent un trouble de la coordination motrice. Donc si on prend les études qui ont eu ce type d'approche, et il n'y en a pas des centaines, il y en a une dizaine, on se retrouve avec un chiffre un petit peu surprenant qui va de 1,8 à 18% selon les études. Donc là, avec ce chiffre-là, on est bien embarrassé. Et à ce moment-là, il faut donc aller regarder la méthodologie utilisée dans cette étude pour essayer de se faire une idée un petit peu plus claire. Donc il y a un certain nombre de problèmes méthodologiques, parmi lesquels essentiellement il y a le fait de ne pas avoir respecté les critères que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est-à-dire que beaucoup d'études s'intéressent aux enfants qui ont un déficit des performances motrices sans regarder s'il y a un impact sur la vie quotidienne et les performances scolaires. Et dans ce cadre-là, leurs chiffres ne correspondent pas forcément à des enfants qui présentent un trouble de la coordination motrice. Donc j'ai focalisé sur une étude qui a été extrêmement bien menée, qui est une étude menée en Grande-Bretagne, dans laquelle en fait ils ont une cohorte de femmes enceintes qu'ils suivent, dont ils suivent les enfants longitudinalement, ce qui permet d'avoir beaucoup de données. Donc ce ne sont pas des enfants qui sont spécialement référés pour avoir un trouble de la coordination motrice. C'est une cohorte suivie. Et donc ils ont une cohorte de 12 000 enfants et ils se sont intéressés là à 7 256 enfants de 7 et 8 ans. Ils ont exclu les enfants qui présentaient un QI inférieur à 70, puisqu'ils ne sont pas censés rentrer dans les critères du trouble de la coordination motrice, et une pathologie neurologique, puisque ça ne correspond plus à l'origine développementale. Et ils ont évalué la coordination motrice sur 3 items, la dextérité manuelle, le lancement, alors ce n'est pas vraiment de balles, en fait c'est des petits sachets de grains qu'il faut lancer dans un paquet, c'est dans une boîte, c'est extrait d'une échelle de coordination motrice qui s'appelle le MABC, et une tâche d'équilibre. Donc ce faisant, ils screenent les 3 grands domaines de la motricité qui sont la motricité générale, l'équilibre et la motricité fine.
Et puis, pour évaluer les répercussions sur la vie quotidienne, ils font deux choses. Ils utilisent les évaluations nationales qui existent en Angleterre, que nous n'avons plus en France, mais qui ont l'avantage de permettre sur toute une population de savoir si les enfants, par exemple, de 7 ans sont capables d'écrire. Voilà. Et donc, ils prennent le test d'écriture qui existe dans ces évaluations nationales. Écriture, quand j'entends écriture, ce n'est pas écrire un texte bien tourné, c'est vraiment écrire une phrase en copie. C'est le geste graphique qu'on évalue là. Et puis, ils font faire un questionnaire aux parents sur la vie quotidienne dans lequel ils évaluent la capacité de l'enfant à faire du vélo, à s'habiller, à couper sa viande, etc. Et quand on utilise tous ces critères-là, on retrouve 1,8% de troubles de la coordination motrice sévères. C'est-à-dire que par sévère, la définition de sévère qu'il donne, ce sont les 5% d'enfants qui ont le plus de difficultés au niveau de la coordination motrice. Ces 5% d'enfants, ce sont aussi ceux qui échouent au niveau du test d'écriture et qui sont les 10% qui ont le plus de difficultés dans un questionnaire de la vie quotidienne. Donc il faut bien voir que pour ces enfants-là, s'il n'y a pas réellement de possibilité d'écrire de façon fonctionnelle, s'il y a une gêne importante au niveau de la vie quotidienne, sur des tâches qui sont essentielles comme s'habiller, couper sa viande, etc., on est à la fois dans une réduction des activités et dans une limitation de participation, ce qui est en France la définition de la situation de handicap. Donc potentiellement, il y a 1,8% d'enfants présentant un trouble de la coordination motrice et qui sont en situation de handicap en France. À cela, alors en Angleterre, et donc on suppose en France, sauf si on a des éléments pour supposer que les conditions soient différentes. À ces 1,8% d'enfants qui présentent un trouble de la coordination sévère et invalidant, s'ajoute, semble-t-il, 3,2% de troubles de la coordination motrice modérée, c'est-à-dire que ce sont les 10 à 15% d'enfants qui sont le plus en difficulté dans les tâches requérant une coordination motrice, qui échouent aussi au test d'écriture ou qui sont dans les 15% d'enfants ayant le plus de difficultés dans la vie quotidienne. Donc ceux-là, ils ne sont pas nécessairement en situation de handicap grave, mais ils seront gênés dans la vie quotidienne suffisamment pour qu'ils aient besoin d'aménagement. On en discutera ensuite. Voilà. Donc ça fait effectivement 5% d'enfants qui pourraient présenter un trouble de la coordination motrice, soit un enfant par classe. On est très loin d'avoir repéré tous ces enfants actuellement en France et on n'est pas du tout dans le cadre d'une pathologie rare. On est dans le cadre d'un trouble extrêmement fréquent, aussi fréquent que la dyslexie. Alors, quelque chose qui est constant dans toutes les études d'épidémiologie, c'est que c'est plus fréquent chez les garçons que chez les filles. Il y a quasiment 2 garçons pour une fille. La question qui suit le plus souvent, c'est est-ce que ça disparaît à l'âge adulte ? Alors, on a peu de données là-dessus, mais il semble que non. Il y a 2 types d'études. Il y a une étude qui montre que en fait, les troubles qui existaient chez des enfants, repérés enfants, persistent à l'âge adulte. Et il y a des études qui se focalisent sur les adultes présentant un trouble de la coordination motrice et qui montrent qu'il reste un écart par rapport à la coordination motrice, aux tests de coordination motrice, quand on utilise des tests de coordination motrice adaptés aux adultes, entre les adultes qui présentent un trouble de la coordination motrice et les adultes qui n'en présentent pas. On a un temps pensé que cela disparaissait au moment de l'adolescence et de l'âge adulte parce que les échelles utilisées étaient des échelles construites pour les enfants et qui n'étaient pas valides en fait pour des adultes. Il est évident qu'il y a quand même une évolution dans l'apprentissage d'un certain nombre de tâches motrices chez ces enfants. Pour autant, l'automatisation du geste ne se réalise pas nécessairement. Alors la difficulté la plus prégnante est peut-être celle qui induit le plus de consultations chez les enfants présentant un trouble de la coordination motrice, c'est le déficit d'écriture manuscrite qui est pour un certain nombre d'enfants qualitatif. Vous avez ici les lettres écrites par une enfant de fin de CP. Vous notez que les lettres ne tiennent absolument pas dans les lignes, qu'elles ne sont pas organisées de gauche à droite
sur la feuille comme celle pour des enfants de fin de CP, et qu'il existe un certain nombre de lettres en miroir, comme le D ici. Alors, à noter, les lettres en miroir ne sont pas pathologiques en elles-mêmes chez les enfants petits. Notre cerveau, initialement, est fait pour être capable de distinguer un tigre de profil droit et de profil gauche. Mais lorsque l'apprentissage de la lecture se fait, alors l'enfant, progressivement, devient capable de distinguer un D d'un B. Donc, chez les enfants qui sont lecteurs et dont le cerveau a été modifié par l'apprentissage de cette lecture, on voit disparaître l'existence de lettres en miroir. Dans une étude on a réalisée avec Édouard Jantaz et Caroline Joly, qui sont des chercheurs de Grenoble, ils proposaient à un groupe d'enfants, à des groupes d'enfants, à des classes de grande section de CP et de CE1, de tracer les lettres de l'alphabet sur une tablette graphique, et ils mesuraient un certain nombre de critères qui était le nombre de moments statiques, c'est-à-dire le nombre de moments où on s'arrête, le nombre de mouvements lents, le nombre de pics de vitesse durant lesquels on accélère, le nombre de pauses, la durée du crayon en l'air et la distance des lettres. Et donc on a comparé ces mesures à celles d'une enfant dyspraxique qui était en CP. Si vous regardez les enfants lambda, qui ont donc un développement neurologique typique, vous voyez que chacun de ces paramètres va diminuer au fur et à mesure que les enfants grandissent, entre la grande section, le CP et le CE1. Tous sont des paramètres d'automatisation, c'est-à-dire plus on automatise l'écriture, moins il y a de pics de vitesse, moins il y a de pauses, moins il y a de mouvements lents, et moins le crayon est en l'air. Le but de l'écriture, pourquoi on fait écrire à la main beaucoup les enfants en CP, CE1, CE2, c'est quand même de l'automatiser pour que ça devienne un outil uniquement, c'est-à-dire que vous écrivez, mais que vous pouvez libérer un certain nombre de ressources cognitives pour les tâches de haut niveau, comme par exemple la rédaction d'un texte qu'il faut que vous créez, que vous générez. C'est pour ça que les petits, en CP, on leur fait écrire les lettres, mais on ne fait pas de rédaction en CP, ce n'est pas possible à ce moment-là. Et donc vous voyez que cet enfant dyspraxique qui est testé en CP et en CE1 ne montre pas, elle, cette diminution du nombre de moments statiques, du nombre de mouvements lents, du nombre de pics de vitesse, du nombre de pauses, et que le plus souvent, elle reste au niveau des élèves de CP, voire de grande section. Voilà. Donc, ces données que nous avions testées chez une enfant, elles existent aussi dans la littérature. Il y a, je dirais, 5-6 études qui se sont intéressées spécifiquement aux troubles de l'écriture des enfants présentant un trouble de la coordination motrice, avec un certain nombre de constats. Donc, sur les aspects qualitatifs, les enfants dyspraxiques produisent moins de mots lisibles. Ils sont plus lents pour écrire. Ils sont plus lents pour écrire leur nom. Et ça, c'est extrêmement important parce que l'écriture du nom, c'est la première chose qui est automatisée chez l'enfant. Dès la maternelle, on commence à vous apprendre à écrire votre prénom. Et donc, assez rapidement, en CP, CE1, ça va être automatisé, l'écriture de ce prénom. Ce n'est pas vrai pour les enfants qui présentent un trouble de la coordination motrice, qui continuent à être plus lents que leur père lors de l'écriture de leur nom, ce qui indique que l'automatisation n'est probablement pas mise en place. Ils sont aussi plus lents pour écrire des textes copiés et des textes mémorisés. Et le résultat de tout ça, c'est que dans les tâches de production d'écriture, ils vont produire des textes moins longs dans le temps qui leur est imparti. Alors, il y a une étude qui s'est focalisée sur l'étude des pauses. Elle a essayé de comprendre le mécanisme en fait, de cette lenteur observée chez les enfants présentant un trouble de la coordination motrice. Et le premier constat, ce n'est pas tellement qu'ils dessinent plus lentement les lettres, c'est qu'en fait, ils font plus de pauses. Voilà. Et donc, ils se sont interrogés sur quelle est la signification de ces pauses. Et donc, ils ont catégorisé ces pauses en disant, voilà, si c'est des pauses extrêmement courtes, peut-être que c'est juste un temps de pause entre les lettres pour pouvoir programmer le dessin de la lettre. Mais si c'est des pauses extrêmement longues, supérieures à 10 secondes, en fait, il y a des études qui montrent que chez les écrivains experts, le nombre de pauses lentes est beaucoup plus réduite que chez un adolescent, par exemple.
Donc l'idée, c'est que les temps de pause longues, supérieurs à 10 secondes, sont les temps qui sont nécessaires pour générer en fait vos idées, pour planifier ce que vous allez écrire. Voilà. Bon, ça peut être discutable, mais... Et donc, le constat, c'est que les enfants présentant un trouble de la coordination motrice, eux, n'ont pas réellement automatisé la gestion du geste, de l'écriture, et que donc ils vont avoir beaucoup de difficultés à gérer en ligne, c'est-à-dire au moment où ils sont en train d'écrire, à la fois le geste de l'écriture et les idées. Et pour cette raison-là, il va y avoir plus de pauses supérieures à 10 secondes. Donc cette absence d'automatisation du geste écrit, en fait, elle va empêcher les tâches de haut niveau. Il y a une hypothèse alternative qui est celle d'un problème d'endurance et de fatigue qui fait que, parce que ce geste écrit est plus fatigant chez les enfants qui présentent un trouble de la coordination motrice, ils pourraient être plus fatigués et avoir plus de difficultés et nécessiter plus de pauses que les autres. Voilà. Bon, c'est difficile pour le moment de distinguer entre ces deux explications alternatives. Donc, ce qu'il faut retenir avant tout sur le déficit de l'écriture manuscrite, c'est que les enfants présentant un trouble de la coordination motrice, on a maintenant suffisamment d'éléments pour penser qu'ils n'automatisent pas le geste écrit. À partir de là, ils vont être en situation de double tâche lorsqu'ils écrivent manuellement. Alors, Stanislas Dehaene a commencé à vous montrer ce que ça donnait quand on était en situation de double tâche, avec une tâche extrême où vous ne perceviez pas un certain nombre de changements qui avaient lieu parce que votre attention était focalisée sur autre chose. Moi, je vais essayer de vous montrer qu'est-ce qui se passe quand vous ne pouvez pas attribuer toutes vos ressources cognitives à une tâche. Alors, je vais vous présenter des chiffres. Vous allez les dire dans votre tête et vous allez essayer de les mémoriser. Vous êtes prêts ? On y va. Est-ce que vous pouvez me redire ces chiffres ? Ça va à peu près. Hein. Je me situe dans un empan de mémoire de travail numérique qui est à peu près à votre empan, c'est-à-dire 7 plus ou moins de chiffres. Maintenant, on va faire la même chose, mais vous allez dire blablabla. Bla, bla, bla. Allez-y, faites blablabla. Allez-y. Voilà, allez-y. C'est beaucoup plus difficile. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai pris un de vos systèmes de mémoire de travail, qui est la boucle phonologique, et j'en ai saturé, c'est-à-dire que j'ai utilisé une partie des ressources cognitives de cette boucle phonologique en vous faisant faire blablabla. Ce faisant, il ne vous a resté qu'une partie de vos ressources de votre boucle phonologique pour être capable de mémoriser les chiffres. Et donc, votre performance a été moins bonne. Tous les systèmes cérébraux quasiment fonctionnent comme ça, sauf peut-être la mémoire à long terme, et en particulier le système attentionnel. Et donc, quand on prend les ressources d'un enfant pour écrire, prêter attention aux lettres, il ne lui reste plus qu'une toute partie de ces ressources pour être capable, par exemple, de faire attention à l'orthographe ou de concevoir des idées, et donc les performances seront moins bonnes, exactement comme vous, sur cette tâche où vous n'avez plus été capable de retenir les chiffres. On va voir aussi qu'est-ce qui se passe quand on est en situation comme ça d'effort cognitif, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire un gros effort puisqu'il faut mener de face deux tâches. Alors, vous allez me donner les noms des couleurs de ces, c'est pas des triangles, de ces rectangles, en allant de gauche à droite le plus rapidement possible. Vous commencez par rouge, allez-y. Voilà, c'est pas trop difficile, hein, on est d'accord ? Là, vous allez lire les mots de gauche à droite, allez-y. Là aussi, c'est pas trop difficile. Là, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous me disiez le nom de la couleur. Allez-y. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Vous êtes en situation d'effort cognitif et il se passe deux choses. Un, vous êtes plus lent et deux, vous faites plus d'erreurs.
Okay, donc c'est exactement la situation dans laquelle sont tous les enfants en situation de handicap quand ils sont face à leur déficit. Donc c'est vrai pour l'enfant dyspraxique qui est en train d'écrire. Hein, il va être plus lent, il va faire plus d'erreurs. C'est vrai pour l'enfant dyslexique qui doit comprendre la consigne et le problème en lisant. Il va être plus lent, il va faire plus d'erreurs pour comprendre le texte. C'est vrai pour l'enfant sourd qui est en train de lire sur vos lèvres. Hein, ça lui demande un effort considérable, beaucoup plus d'efforts que vous qui écoutez de façon automatique. Il va être plus lent, il va faire plus d'erreurs et il va être plus fatigué à la fin. Donc les mesures de compensation du déficit de l'écriture manuscrite pour les enfants qui présentent un trouble de la coordination motrice, elles sont indispensables lors des apprentissages scolaires. D'abord, si on veut pouvoir évaluer les compétences scolaires de cet enfant, parce que moi, si j'évalue votre enfant numérique en vous faisant faire blablabla, ben j'évalue quelque chose de faux. Hein, je n'évalue pas votre capacité à retenir les chiffres, j'évalue votre impossibilité à être en double tâche. C'est la même chose pour ces enfants-là. Il va falloir aussi leur permettre d'apprendre les choses, c'est-à-dire de faire les exercices, d'apprendre des compétences scolaires qui ne sont pas liées à l'écriture, indépendamment de l'écriture. Parce que si vous leur faites apprendre l'orthographe en écrivant alors qu'ils sont en double tâche, eh bien, ils ne vont pas apprendre l'orthographe parce qu'ils vont faire trop d'erreurs. Et il va falloir évidemment prendre en compte la lenteur cognitive de ces enfants-là. Et donc là, c'est toutes les mesures type tiers-temps. Mais le type tiers-temps, c'est-à-dire qu'on donne plus de temps à ces enfants-là pour faire les exercices, il ne va évidemment pas suffire, parce que si vous rajoutez plus de longueur à toutes leurs tâches scolaires, vous les mettez dans la situation du marcheur qui est toujours le dernier. C'est-à-dire que tout le monde marche, et puis lui, il est toujours le dernier. Et donc, quand il arrive enfin à rejoindre les autres, tout le monde se lève, parce que tout le monde attend depuis 10 minutes, et dit « on y va ». Et alors, celui qui vient juste d'arriver, eh bien, c'est celui qui est le plus en difficulté, puisque c'est celui qui marche le plus lentement, mais il n'a jamais le temps de se reposer. Voilà. Donc ce tiers-temps, il posera un certain nombre de problèmes de ce type-là dans la situation classe, donc il faudra peut-être réfléchir à diminuer la quantité de questions, et puis il faudra prendre compte la situation de la double tâche et toutes ses conséquences, qui sont la fatigue, la difficulté à réaliser des tâches de haut niveau en écrivant manuellement. Voilà. Donc on verra dans la deuxième partie comment on peut prendre en compte toutes ces difficultés à l'école. Et puis j'enchaîne pour vous dire que malheureusement les enfants qui présentent un trouble de la coordination motrice, et contrairement à ce qu'on pense souvent, ne sont pas gênés uniquement à l'école. Ne pas pouvoir coordonner ses gestes, ça gêne du matin au soir. C'est-à-dire que quand vous sortez de votre lit, la première chose que vous faites, c'est ouvrir la porte, et c'est un geste coordonné. Alors, ça n'a pas été évident de trouver des données là-dessus. Donc, dans les études qu'on a faites dans le laboratoire, et je remercie Antoinette d'avoir compilé toutes ces données, à chaque fois que les enfants viennent pour une étude de recherche fondamentale, les parents passent un temps avec moi et je leur pose un certain nombre de questions pour essayer d'évaluer les difficultés rencontrées par les enfants dans la vie quotidienne. Et donc sur 30 enfants qu'on a vus, et donc il y a toujours aussi un groupe contrôle, il y a 22 enfants qui ont des difficultés d'habillage contre un enfant seulement sur les enfants contrôle. Donc difficultés d'habillage, on évalue les difficultés à faire les boutons, les difficultés à monter les fermetures éclairs, les difficultés à mettre les vêtements à l'endroit. Il y a 25 sur 30 qui ont des difficultés lors des repas versus aucun pour les enfants contrôle. Ce sont des enfants de 7 à 10 ans. Et sur les difficultés des repas, c'est la difficulté à couper la viande, la difficulté à manger proprement, c'est-à-dire ne pas en mettre partout, la difficulté à verser de l'eau dans un verre sans faire déborder le verre. 14 sur 30 ont des difficultés à faire leur toilette de façon autonome versus 1 sur 30 pour les enfants contrôle. Et quand on leur demande quand est-ce qu'ils ont appris à faire du vélo avec des petits trous, il y a 18 mois de retard. Alors, dans la littérature, j'ai essayé de retrouver des données. Ce n'est pas évident parce qu'il n'y a pas d'études qui ont réellement focalisé sur les limitations d'activité dans la vie quotidienne. J'en profite pour vous dire que c'est une revue de littérature. Ils se sont intéressés à tous les articles qui existaient sur le trouble de la coordination motrice.
et, entre 1995 à 2008, et ils en ont trouvé 371. Hein, donc j'attire votre attention sur le fait que le nombre d'articles publiés sur le trouble de la coordination motrice est extrêmement faible. C'est très impressionnant quand on compare au nombre d'articles qui sont publiés sur l'autisme ou sur la dyslexie, où on est plutôt dans les 10 000. Hein, donc quand on tape « trouble de la coordination motrice » en anglais dans PubMed, il y a moins de 500 articles qui sortent. Donc la recherche sur la dyspraxie et le trouble de la coordination motrice, c'est une recherche qu'il faut développer. Hein, elle démarre là. Donc sur ces articles, ils en ont trouvé seulement 44 qui évoquaient les répercussions sur la vie quotidienne. Et donc, ils ont listé en fait ces répercussions qui sont un peu celles que je vous ai décrites. Donc, il existe des difficultés dans les activités de loisirs, faire du vélo, du patin à roulettes, même participer à des jeux libres, ça va être compliqué pour les enfants qui ont un trouble de la coordination motrice. Il y a des problèmes dans les activités sportives, courir, sauter, skier, nager. Participer au sport collectif est compliqué. Il y a des difficultés pour s'habiller, pour utiliser les couverts, pour gérer un repas et préparer un repas de façon autonome. Il y a bien sûr des difficultés scolaires en écriture manuscrite, mais dans toutes les tâches qui nécessitent l'utilisation des mains, découper, faire de la géométrie. Et puis, il y a un certain nombre de difficultés psychologiques avec des exclusions par les pairs et une souffrance avec une sensation d'avoir une qualité de vie diminuée pour un certain nombre d'enfants. Voilà. Alors, je vais maintenant rentrer directement dans les études de recherche fondamentales que nous avons menées au sein du laboratoire. Et la première étude que nous avons menée portait sur les compétences numériques des enfants présentant un trouble de la coordination motrice, tout simplement parce que ces enfants ont des difficultés pour un certain nombre en mathématiques et qu'on souhaitait comprendre quelle était la nature de ces difficultés. Donc là, je vais passer assez vite sur les fondements théoriques. Je vous invite à revoir les cours de Stanislas Dehaene sur le sens du nombre et les compétences mathématiques en général, qui avait lieu il y a 2 ans, je crois, ou 3, où tout ça est expliqué longuement. Mais une des idées, c'est que les primates et les bébés, donc dès la naissance, ont la capacité de percevoir des quantités numériques, c'est-à-dire de faire la différence entre, par exemple, 16 points et 8 points. Voilà. L'idée théorique sous-jacente, c'est qu'il existerait dans le cerveau une ligne numérique organisée spatialement avec des neurones dont l'activation serait déclenchée par des chiffres distincts. Et cette activation-là, vous voyez, donc là par exemple si vous avez le nombre 16, vous avez ici le nombre 2 et vous voyez qu'il n'y a pas d'overlap entre ces deux activations, donc ça va être assez facile de distinguer 2 et 16. Par contre, il y a un overlap plus important entre 8 et 16 et donc ça va être plus difficile de distinguer entre 8 et 16 qu'entre 16 et 2. Voilà, on mesure en fait la largeur de ce pic-là et on appelle ça la fraction de Weber, ici, interne. Ce qui se passe, c'est qu'avec l'âge et l'éducation, l'apprentissage formel des mathématiques, alors au début on pensait que c'était essentiellement l'âge, mais il y a des études chez les Munduruku, c'est-à-dire chez des populations qui sont peu exposées à l'éducation formelle, qui montrent que l'éducation joue un rôle majeur. On montre qu'avec l'âge, en fait, on diminue la largeur de ces pics, et donc plus on grandit, plus cette fraction de Weber diminue. Et donc plus on grandit, plus on reçoit une éducation formelle, plus on va être capable de distinguer entre des ratios petits. C'est-à-dire qu'au début, on est capable de distinguer entre 16 et 8, puis après, on devient capable de distinguer entre 12 et 8 ou entre 16 et 12, par exemple. Donc, on a utilisé ces tâches-là chez des enfants présentant un trouble de la coordination motrice, comparé à 20 enfants contrôle, âgés de 7 à 10 ans. Et donc, c'est une tâche dans laquelle on présente donc 2 nuages de points et on demande à l'enfant de déterminer dans quel nuage de points de quel côté il y a le plus de points. Voilà. Et on mesure cette fraction de Weber. Et donc, vous voyez que nos enfants présentant un trouble de la coordination motrice, qui sont ici,
ils se retrouvent avec une fraction de Weber, alors qu'ils ont d'âge moyen 8,8 ans et demi, ils se retrouvent avec une fraction de Weber qui est égale à celle d'enfants contrôle âgés de 5 ans. Voilà. Donc, la précision numérique, la capacité à évaluer des quantités de points, des quantités numériques, est moins précise chez les enfants qui présentent un trouble de la coordination motrice que chez les enfants contrôle. On va regarder ensuite ce qui se passe avec de la comparaison de chiffres. Et donc là, l'idée, c'est qu'il va falloir associer à ces quantités de points, c'est ce que l'éducation vous apprend, un symbole qui est le chiffre arabe chez nous. Et donc ça, c'est à nouveau une étape. Et donc chez les enfants qui présentent un trouble de la coordination motrice, il n'y a pas plus d'erreurs que chez les enfants contrôle. Ici, tout le monde arrive très bien à faire cette tâche, c'est-à-dire à dire de quel côté le chiffre est le plus grand, mais en revanche, ils sont plus lents. Et donc, je vous ai dit que ça, c'était pour nous une indication qu'il y avait un déficit. Si on utilise des techniques de calcul un peu plus élaborées que je ne vais pas présenter dans le détail ici, on se rend compte qu'il y a en fait, chez les enfants qui présentent un trouble de la coordination motrice, une difficulté tout de même à extraire l'information numérique des chiffres pour pouvoir comparer deux chiffres. Ensuite, nous avons regardé leur capacité à réaliser des opérations simples, uniquement avec des chiffres, donc 1 plus 3, 1 plus 4, 2 plus 6, etc. Et on a mesuré leur temps de réaction. Donc les enfants dyspraxiques sont plus lents que les contrôles, donc ils sont gênés aussi. Et ce qui nous a intéressé, c'est qu'en fait, lorsqu'on regarde quels sont les enfants les plus lents dans les additions, on se rend compte que ce sont aussi ceux qui sont les plus lents pour comparer des chiffres et ceux qui sont les moins précis pour comparer des quantités symbolisées chez nous par les points. Donc l'idée sous-jacente, c'est que en fait, ces difficultés observées dans la réalisation d'opérations symboliques, elles pourraient être directement sous-tendues par une difficulté au départ de perception des quantités numériques. Alors, la tâche suivante, c'est une tâche qui est une tâche de ligne numérique, qui est une tâche qui a été extrêmement utilisée chez les enfants jeunes et dans laquelle on présente une ligne qui va de 0 à 100 à des enfants ou des adultes. Et donc, la tâche habituelle, c'est qu'on présente un nombre, par exemple 45, et on demande à l'enfant de le situer sur cette ligne entre 0 et 100. Bon, nous, on a fait la tâche inverse qui a exactement les mêmes caractéristiques psychophysiques pour ne pas être gêné par le problème moteur de ces enfants, c'est-à-dire qu'on leur a présenté une barre, là, la barre bleue, et on leur a demandé de dire à quel nombre cela correspondait. Ce qu'on sait de la littérature, c'est que les enfants petits vont avoir tendance à placer les chiffres de façon, on appelle logarithmique, c'est-à-dire qu'ils écartent beaucoup les petits chiffres, les petits nombres, entre 0 et 10, ils écartent beaucoup, et que les grands, ils vont les serrer. Et puis, avec toujours l'éducation formelle, ils vont comprendre qu'en fait, entre 9 et 10, il y a le même écart qu'entre 89 et 90, et donc, ils vont avoir une représentation linéaire de cette ligne numérique. Et donc, c'est ça qu'on voulait regarder chez les enfants dyspraxiques. Et le premier constat, c'est que les enfants qui présentent un trouble de la coordination motrice, au même titre que les enfants contrôle, ont acquis le concept de linéarité. C'est-à-dire qu'ils ont compris que la différence entre 9 et 10 et entre 89 et 90 est la même. Voilà. Et ce n'est pas vrai de tous les enfants qui présentent des troubles de la perception des quantités. Par exemple, les enfants dyscalculiques ont beaucoup de difficultés à acquérir cette notion de linéarité. Les enfants qui présentent un syndrome de Williams aussi. Et donc la raison pour laquelle ils parviennent Enfin, ce qu'on observe aussi quand on utilise... Alors, on va étudier un petit peu les stratégies, comment on fait, en fait, pour réussir à comprendre où est-ce qu'il faut mettre sur cette ligne numérique les nombres. Il y a une stratégie qui consiste, en fait, à utiliser les deux extrémités, le 0 et le 100, et à utiliser un point de repère qui n'est pas notifié, mais qui est internalisé, qui est le 50. Voilà. Et cette stratégie, elle est suggérée par le fait que les enfants font moins d'erreurs
au niveau des extrémités et moins d'erreurs. Ici, c'est le nombre d'erreurs en fonction des positions. Alors, ils font moins d'erreurs quand les nombres sont près de 100, moins d'erreurs quand les nombres sont près de 0 et moins d'erreurs quand les nombres sont près de 50. Et nous, on va observer à peu près ce même profil, en tout cas pour les petits nombres et pour les nombres près de 50. On ne sait pas exactement pourquoi, on ne l'observe pas pour les grands nombres. Et si on regarde à ce moment-là les mouvements oculaires en fait, chez les enfants présentant un trouble de la coordination motrice et les enfants contrôle, on se rend compte qu'effectivement, donc là, ici, plus c'est rouge, plus les enfants regardent. On se rend compte qu'effectivement, ils sont aussi capables que les enfants contrôle d'utiliser ce repère interne qui est le 50 pour pouvoir donner leur réponse. La dernière tâche qu'on a faite, c'est une tâche de comptage, tout simplement. Donc on présente un rond aux enfants avec un certain nombre de points qui sont entre 1 et 9 et il faut les compter. Il faut dire combien il y a de points. Et donc dans la première tâche, on demande juste aux enfants de compter, mais sans limite de temps. Ils ont le temps qu'ils veulent. Voilà. Et on compte avec les doigts ou avec les yeux, on fait ce qu'on veut, mais il faut compter. Et là, vous avez les performances en bleu des enfants contrôle, qui vont compter sans erreur jusqu'à 5, 6, qui vont commencer à faire des erreurs vers 7, 8, 9. Et vous avez les enfants dyspraxiques, présentant un trouble de la coordination motrice, en rouge, qui, eux, vont compter jusqu'à 1, 2, vont commencer à faire des petites erreurs à 3, et puis vont plus du tout pouvoir compter au-delà de 3. Voilà. Si on regarde maintenant ce qui se passe en subitizing, c'est-à-dire la capacité, lorsqu'on vous présente très rapidement une quantité de points, par exemple, d'items, d'évaluer combien il y en a, eh bien, on va observer que les enfants contrôle ont un subitizing chez nous qui va jusqu'à 4, alors que les enfants dyspraxiques ont déjà un déficit du subitizing qui va jusqu'à 3. Voilà, donc la perception des quantités sont quand même extrêmement perturbées chez les enfants dyspraxiques et pourtant, au niveau de ce qui induit une difficulté à traiter les nombres symboliques, même si ils parviennent à ne pas faire tellement d'erreurs dans la comparaison de chiffres et à ne pas faire un nombre d'erreurs massif non plus dans les opérations. Il n'empêche qu'ils sont plus lents. Le point positif quand même, c'est que manifestement, ils gardent la possibilité d'acquérir les concepts mathématiques et que donc ça veut dire que pour eux, il va falloir beaucoup réfléchir à ce qu'on met en place lorsqu'on essaye de leur faire acquérir un certain nombre de notions mathématiques et en particulier, il va falloir réfléchir à la prévalence des activités de comptage qui existent dès la maternelle et qui continuent jusqu'en fin de CE1, dans laquelle on propose aux enfants des exercices dans lesquels il faut compter des papillons, des triangles, des fleurs, qui vont mettre grandement en difficulté les enfants dyspraxiques puisqu'ils ne sont pas capables de compter au-delà de 3. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas compter, c'est qu'ils ne peuvent pas pointer avec leurs yeux, avec leurs doigts de façon correcte les items, donc ils vont double compter un certain nombre d'items, ils vont en manquer d'autres, et le résultat, c'est qu'ils auront devant une collection de 5 items, mais qui tantôt fera 4, tantôt fera 6, tantôt coup de chance fera 5, mais n'aboutira jamais au fait que ça va être simple de comprendre que cette collection de 5 correspond en réalité à 5 items. Donc toute leur problématique de comptage risque non pas d'améliorer leur précision numérique comme elle le fait chez les enfants contrôle, mais de perturber leur précision numérique. Et donc il va falloir vraiment contourner cette problématique du comptage. Après, il y a de multiples études à faire pour pouvoir mieux comprendre les anomalies des compétences numériques de ces enfants. Lors de cette étude, on s'est aussi intéressé au mouvement oculaire des enfants dyspraxiques. Et donc, on a mesuré les mouvements oculaires des enfants lors de la réalisation de la tâche numérique. Et donc, les points, ce sont le nombre d'endroits où les enfants regardent. Ce qui est, je pense, assez frappant, c'est que les enfants contrôle regardent en gros sur la ligne, alors que les enfants dyspraxiques ont un certain nombre de fois des yeux qui partent dans tous les sens. Voilà. Et donc, ces problèmes de coordination, de gestion des mouvements oculaires, lorsqu'on fait des mesures, on constate que pour fixer quelque chose, un endroit sur cette ligne numérique, il va leur falloir
non seulement plus de fixation oculaire, c'est-à-dire que leurs yeux vont partir un certain nombre de fois ailleurs, ils vont les remettre à l'endroit, et que chacune de ces fixations sera plus courte. Voilà. Donc ils regardent en fait au même endroit que les autres aussi longtemps en durée totale, mais pour parvenir à ce résultat, eh bien, ils sont obligés de faire plus de fixations oculaires puisque chacune de ces fixations est plus courte. Et que ça, potentiellement, ça va aussi être handicapant dans un certain nombre de tâches puisque c'est fatigant de ramener systématiquement les yeux au même endroit pour pouvoir regarder quelque chose. Donc, est-ce que ces données ont des corrélats au niveau anatomique? Alors, il n'y a pas des centaines d'études IRM avec des enfants présentant des troubles de la coordination motrice, vu le faible nombre d'études générales. Nous en avons conduit une. Je vais vous présenter là les résultats sur une tâche de SACAN. Donc, toutes ces études, elles ont été réalisées, j'ai oublié de vous le dire, par Alice Gomez, qui est chercheuse maintenant à Lyon, en collaboration avec Antoinette Jobert et Manuela Piazza. Voilà, pour celle du nombre. Donc pour celle-ci, c'est toujours Alice qui œuvrait avec Antoinette. Et donc, il s'agissait de suivre, donc les enfants sont dans l'IRM, et une des tâches consiste à suivre Tintin, qui se déplace, et il faut suivre des yeux partout où il va, et la tâche contrôle, c'est que Tintin est au milieu. Voilà. Et donc on contraste ces deux tâches pour essayer de voir s'il y a des différences d'activation entre les deux groupes. Et là, on a soustrait les enfants qui présentent un trouble de la coordination motrice à ceux qui présentent un trouble contrôle. Et ce qu'on observe, c'est une différence d'activation dans une région pariétale gauche. Ces anomalies pariétales, elles avaient déjà été mises en évidence lors d'une étude d'IRM fonctionnelle réalisée par Kashiwaki et ses collègues, durant laquelle ils étudiaient des enfants qui avaient un joystick sur le ventre et ils devaient suivre, en fait, il faut mettre le rond blanc dans le rond bleu là. Et donc ce qui montrait, c'est qu'il y avait aussi des différences d'activation dans ces régions pariétales entre les enfants qui présentent un trouble de la coordination motrice et ceux qui présentent et ceux qui ont un développement neurologique typique. Voilà. Donc il est fort possible que la région pariétale, qui implique, qui sous-tend un certain nombre de compétences numériques, qui intervient dans la planification des gestes, qui sous-tend un certain nombre de compétences spatiales, soit directement impliquées dans les perturbations qu'on observe chez les enfants dyspraxiques, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour mieux comprendre les mécanismes qui sont en jeu. Donc les enfants dyspraxiques, ils ont aussi malheureusement pour un certain nombre des difficultés avec le traitement de l'information spatiale. Donc là, dans notre étude, nous, c'était pas le but de l'étude, mais on a juste contrasté des performances verbales, c'est-à-dire la capacité à faire des similitudes, par exemple, entre une pomme et une poire, il faut pouvoir dire que c'est deux fruits, donc c'est une compétence verbale. On l'a contrasté, c'est une mesure de l'intelligence verbale, on l'a contrasté avec une tâche spatiale qui est une tâche de cube, dans laquelle vous avez des cubes avec une face blanche, une face rouge, et puis des faces moitié blanches et moitié rouges, en triangle comme ça, et il faut reproduire des dessins. Et donc ça mesure un certain nombre de compétences spatiales. Il y a aussi une composante motrice, évidemment, dans cette tâche. Il faut bouger les cubes, il faut les mettre en place. Donc ça peut influer aussi la performance des enfants dyspraxiques. Et donc ce qu'on observe, c'est que les enfants qui présentent un trouble de la coordination motrice n'ont pas de différence au niveau des compétences verbales par rapport aux enfants contrôle, mais ils ont des différences au niveau de la tâche qui a une composante spatiale qui est significative. Et donc, il y a d'autres études qui ont retrouvé des anomalies de mémoire spatiale, d'attention spatiale dans la littérature. Là encore, il manque des tonnes d'études avec l'utilisation en particulier de paradigmes dont les mécanismes sont bien compris sur le plan cognitif chez les enfants au développement typique. Donc une fois qu'on a vu toutes les difficultés que présentent les enfants dyspraxiques, la question va être qu'est-ce qu'on fait vu l'état actuel de nos connaissances? Je vous rappelle l'état actuel de nos connaissances. On sait diagnostiquer ces enfants. Là, je pense qu'à ce niveau-là, on est maintenant parfaitement au point.
On ne connaît pas vraiment les mécanismes cérébraux et cognitifs qui sous-tendent les perturbations. Il y a des années de recherche à faire encore et on n'a aucune idée de quels sont vraiment les moyens pour les améliorer. C'est-à-dire qu'on n'a pas les études qui montrent qu'on a trouvé comment aider ces enfants-là en thérapie. Voilà. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On a deux choix. Est-ce qu'on décide, bon écoutez, ils ont un déficit de l'écriture, on va les entraîner à fond, ils vont écrire à fond, tous les jours, et à la fin, ça va se régler. Voilà. Et on va faire pour tout comme ça, c'est-à-dire pour les compétences spatiales, etc., on va les entraîner. On pourrait, si on avait la preuve scientifique, que ça marchait. Voilà, on ne l'a pas. Donc à partir de là, on va se dire, qu'est-ce qu'on fait? On a deux options. La première option, c'est on continue à faire toujours plus de la même chose qui ne marche pas. Voilà, donc Michèle Mazot vous dirait que ce n'est pas une bonne idée. J'avoue que je suis d'accord avec elle. C'est-à-dire que je pense que la question qui va se poser pour ces enfants-là, c'est comment contourner le déficit, comment le compenser, comment le contourner, à partir du moment où, pour le moment, on n'a pas les moyens de le remédier. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va non pas changer l'enfant, mais on va changer l'environnement. Et donc, on va adapter pour les raisons suivantes, qui sont évoquées par Simone Korfsos, qui est une psychanalyste, qui a suivi de nombreux enfants présentant des handicaps moteurs, et qui dit « L'enfant est confronté à un monde physique pour lequel il n'est pas équipé, son équipement neurobiologique n'est pas l'outil adéquat pour appréhender le monde, c'est comme s'il devait accrocher un tableau, mais qu'au lieu de disposer d'un clou et d'un marteau, il n'aurait qu'un tournevis. Soit il renonce, soit il devient un bricoleur génial. » Donc le rôle de l'adaptation, ça va être de permettre d'éviter que les enfants renoncent et de leur donner la possibilité, en modifiant l'environnement, d'aller jusqu'au bout de leur potentiel scolaire. Et donc pour ça, on va utiliser deux approches. La première, c'est la question de l'accessibilité, et la deuxième, c'est celle de la compensation. Ces approches, elles sont séquentielles. Donc, je m'explique. D'abord, on rend accessible et ensuite, on compense. Qu'est-ce que c'est l'accessibilité? Bon, vous pensez tout de suite au fauteuil avec la rampe. Donc, la rampe rend accessible. Compenser, c'est quand il n'y a pas de rampe, eh ben, on porte l'enfant ou la personne qui ne peut pas et on la monte dans les escaliers jusqu'à l'étage. Voilà. Rendre accessible, c'est pour des enfants aveugles, proposer en braille un certain nombre de textes. Compenser, c'est mettre à côté quelqu'un qui lit à leur place. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans le cadre des enfants dyspraxiques, on va avoir un certain nombre de choses à rendre accessibles. Vous avez vu qu'ils ont un gros trouble de l'organisation du regard. Donc pour un certain nombre d'enfants, il va être nécessaire de rendre accessible le texte et non pas de mettre à côté d'eux quelqu'un qui lira les textes à leur place. Encore une fois, ils n'ont pas de difficulté de compréhension des textes. Ce ne sont pas des enfants qui ont un trouble du langage. Donc ils ont juste un problème d'outils d'yeux qui ne peuvent pas suivre les lignes. Voilà. On peut avoir besoin de rendre accessibles aussi les locaux. Ce sont des enfants qui se perdent en raison de leur problème de repérage spatial dans les couloirs. Et donc, j'ai souvenir d'une proposition qui m'avait été faite pour une enfant qui se perdait dans les couloirs de son collège. Écoutez, c'est pas grave, on va mettre avec elle une auxiliaire de vie scolaire qui l'emmènera d'une porte à l'autre. J'ai dit, écoutez, c'est intéressant comme approche, mais on pourrait peut-être envisager de commencer par mettre des autocollants sur les portes sur lesquelles elle doit aller, et de voir ensuite si elle arrive à se repérer comme ça. Voilà, ce qu'ils ont fait, ça a parfaitement fonctionné et il n'y a pas eu besoin d'auxiliaire de vie scolaire. Je vous dis ça parce que c'est une approche quasiment systématiquement proposée aux enfants en situation de handicap. La question de l'auxiliaire de vie scolaire, elle est amenée d'emblée. C'est-à-dire quand vous dites, voilà, cet enfant il est en situation de handicap, on vous dit, on va mettre une auxiliaire de vie scolaire. Ce n'est pas une façon de raisonner suffisante. Il faut dire, on cherche ce qu'on peut rendre accessible et ensuite, on va voir comment on peut compenser. Il y a plusieurs moyens de compenser. L'auxiliaire de vie scolaire fait partie de ces moyens de compensation. Donc oui, pour les auxiliaires de vie scolaire, mais avec une mission et pour faire certaines choses. Donc là, on rentre directement dans la compensation. Chez les enfants dyspraxiques, il va falloir compenser un certain nombre de choses et avant tout, le geste écrit. Donc ça, j'espère que c'est bien perçu.
l'écriture des enfants qui présentent un trouble de la coordination motrice n'est pas fonctionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur apprendre à écrire. Bien sûr qu'il faut leur apprendre à écrire. Bien sûr qu'il faut qu'ils puissent mettre un petit mot comme ça rapidement s'il y a besoin sur le frigo parce qu'ils s'en vont. Mais cet outil-là n'est pas fonctionnel pour apprendre à l'école et ne permet pas de les évaluer correctement. Donc à partir de là, il faut penser à la compensation. On a la chance d'être en 2014, ce qui veut dire qu'on a plein de moyens de compensation qui n'existaient pas il y a 20 ans, et je pense en particulier à l'ordinateur qui va permettre à ces enfants un certain nombre de fois de compenser le déficit d'écriture manuscrite. Donc ça, c'est très exactement la démarche qui a été menée par l'équipe du Cartable Fantastique. Donc le Cartable Fantastique, c'est une association qui existe depuis 4 ans maintenant, 2010, qui est une association loi 1901 et qui a pour mission de faciliter l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap et plus particulièrement dyspraxiques. C'est une association qui a la chance d'avoir comme ambassadeurs Stanislas Dehaene et Michel Mazot et qui travaille de la façon suivante. C'est-à-dire qu'on part des besoins d'un enfant que l'on repère et que l'on estime pertinent et on pose plusieurs regards dessus, le mien, qui est celui d'un chercheur en sciences cognitives, et celui de professionnels de l'éducation, enseignants, directeurs d'école, qui sont directement impliqués dans l'inclusion d'enfants en situation de handicap. À partir de ce croisement de regards, on va dire c'est pertinent de gérer ce besoin-là, parce qu'il y a aussi des besoins qui ne sont pas pertinents, pour lesquels on va dire ça n'a aucun sens sur le plan pédagogique de compenser ou de ce déficit-là, donc ce n'est pas la peine de le faire. Et ensuite, on va, à partir de ce besoin, essayer de proposer des solutions qui devront d'une part être pertinentes au niveau cognitif, c'est-à-dire que ça devra concorder avec tout ce qu'on sait du fonctionnement du cerveau, mais aussi être pertinente au niveau pédagogique et être utilisable dans une situation classe. Voilà. Donc, je vais essayer de vous présenter un certain nombre. Donc, il y a 3 types de ressources. Donc, on présente ces ressources sur un centre de ressources qui est le site du Cartable Fantastique, www.cartablefantastique.fr, en libre accès. Et il y a 3 types de ressources. Il y a d'abord des outils directement adressés à l'enfant, qui sont en fait des ressources scolaires adaptées. Donc, je vais vous en présenter quelques-unes. Donc, vous savez, par exemple, que les manuels scolaires, actuellement, ils sont présentés comme ça. Ça, c'est 2 pages d'un manuel scolaire de français, de CM2, avec un certain nombre de problèmes quand on a un trouble de l'organisation du regard. C'est que c'est extrêmement... Il y a beaucoup de choses qui distraient le regard, qui n'ont rien à voir avec l'apprentissage de la notion en cours. Là, on est sur les homophones. Donc le dessin là, il n'a strictement rien à voir avec la notion qu'on est en train d'apprendre. C'est en ligne, c'est en colonne, et donc pour un enfant qui a un trouble de l'organisation du regard, déjà ça va être très problématique. Son regard va être happé par ces dessins non pertinents, et en fait il va déjà avoir une difficulté juste à trouver l'exercice. Et donc ça va être un problème en permanence en classe, parce que les enseignants disent « ouvrez votre manuel, page 139 et faire l'exercice 6 ». Et en fait, le temps que l'enfant qui a un trouble de la coordination motrice trouve l'exercice, les autres ont déjà quasiment terminé. Donc il a déjà pris un retard considérable dans la vue. Donc l'idée, ça va être de rendre accessible ce manuel. Et donc je vous montre ce qu'on fait. Donc on transforme... Alors le deuxième problème, il est ici, si vous regardez cet exercice, et si vous regardez l'ensemble des exercices d'un livre de français, vous verrez que 80% des exercices commencent par recopie. Donc là, on a recopié et complète les phrases avec « on » ou « on ». Voilà. Et donc évidemment, pour l'enfant dyspraxique, ça va être un gros souci de recopier toute une phrase juste pour voir s'il a compris la différence entre « on » ON et « on » ONT. Voilà. Donc nous, ce qu'on va proposer, en fait, c'est de dire bon, on va limiter le nombre d'informations sur une page. On va mettre juste ce qui est essentiel pour pouvoir faire l'exercice, c'est-à-dire la consigne et la phrase sur laquelle il travaille. Et on va retirer la question de l'écriture, c'est-à-dire qu'on ne va pas lui demander de réécrire la phrase, on va juste s'assurer qu'il a bien compris la différence
Ici, c'est entre on et il. Voilà. Donc, il faut qu'il remplace le mot souligné par il quand c'est possible, par exemple. Voilà, il va faire ça comme ça. Il va choisir les bons on, etc. Voilà. Donc ça, c'est une des démarches du cartable fantastique. L'autre démarche, donc ça, on a un certain nombre d'exercices en ligne. Ça, c'est des manuels qui sont soumis aux droits d'auteur, donc ils ne sont pas mis en ligne, parce que ce n'est pas possible. Alors, ils s'inscrivent dans l'exception handicap aux droits d'auteur pour un certain nombre. Il y a eu un gros lobbying politique en lien avec les associations de parents pour faire avancer cette loi, parce que malheureusement, l'exception handicap n'était valable que pour les enfants qui présentent des taux supérieurs à 80% de handicap, et ce n'est pas le cas de ces enfants-là, tant mieux pour eux, qui sont plutôt entre 50 et 80. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. J'espère que d'ici la fin de l'année 2015, on aura le droit légal de distribuer ces manuels. Alors, ensuite, on a aussi développé un certain nombre d'outils pour faciliter les aspects de lecture. Je vous ai dit qu'il y a des difficultés pour lire. Et donc, on propose sur le site du Cartable fantastique des livres de littérature jeunesse, libres de droit pour le coup, puisqu'il s'agit des contes, pour lesquels on va proposer des aides à voir avec les enfants, parce que ça va dépendre de chacun des enfants. Donc, par exemple, on va faire une alternance de lignes de couleurs pour éviter que les enfants confondent les lignes, parce que les enfants dyspraxiques, ils démarrent là, et puis ensuite leurs yeux tombent, et ils tombent là. Donc ça fait « Il était une fois un prince, vraie princesse », ils ne comprennent plus la phrase. Voilà. Donc il y a un certain nombre d'outils qui peuvent permettre de les aider à maintenir leur regard. Malheureusement, ça ne marchera pas chez tous les enfants. Et donc nous, on suit plusieurs enfants. Il y a des enfants qui sont très aidés par ces lignes bleu, vert, rouge. Il y a des enfants qui vont être plus aidés par un surlignement des lignes. Il y a des enfants qui, eux, vont être juste aidés par le fait qu'on augmente l'interligne et vont être gênés par les couleurs. Et puis, il y a un certain nombre d'enfants pour lesquels ça va être possible de lire 3 pages comme ça, mais ça va être épuisant. Et donc, ce sera impossible de lire un livre complet. Et dans ce cas-là, nous, on va carrément proposer, je dis l'iPad parce que pour le moment, les outils n'arrivent pas complètement sur les plateformes Android, mais ça commence, où il y a des fonctions d'accessibilité qui permettent, avec un livre numérique sous format EPUB, de suivre le mot. Donc ça suit, il y a un surlignement bleu qui suit le mot en même temps que c'est lu à haute voix. Et un certain nombre de fois, cet outil-là permettra à des enfants qui n'ont jamais pu lire un roman en entier d'enfin pouvoir accéder à la totalité du contenu de ce livre. Alors ensuite, ça c'était le premier type d'outils. Le deuxième type d'outils qu'on développe, ce sont des outils à destination des adultes, pour pouvoir adapter, donc des enseignants, et puis des parents, des auxiliaires de vie scolaire, des ergothérapeutes, pour pouvoir adapter, rendre accessible, adapter les exercices aux enfants dyspraxiques qui sont dans les classes. Et donc on a par exemple développé, c'est Marie-Laure Besson, qui est une de nos bénévoles, qui a développé un ruban Word qui va permettre de rendre accessible plus rapidement les textes. Donc vous avez ici un texte qui n'est pas forcément très lisible par un enfant dyspraxique, parce que la police est trop petite, parce que les lignes sont trop serrées, parce que les lettres ne sont pas assez grosses, et donc on va passer directement à un double interligne, à des lettres plus grosses, à un écart entre les mots plus importants. On peut régler ça. On va pouvoir mettre en place les couleurs de façon automatique, ou finalement ne pas mettre de couleurs parce que cet enfant-là, ça le gêne, il préfère que ce soit surligné. On va pouvoir proposer des aides spatiales. Il y a des enfants, au début, quand ils sont petits, quand ils sont dyspraxiques, ils ne lisent pas de gauche à droite, ils démarrent à l'envers. Alors on va leur mettre un cadre qui leur dit, écoute, tu vois, là c'est vert, au feu vert tu démarres, au feu rouge tu t'arrêtes. Voilà. Et puis, donc ça c'est un des outils. Il y a un autre outil qui est la plateforme d'exercice de création en ligne qui a été développée par Toussaint Guglielmi et qui fait les exercices tels que ceux que je vous ai montrés dans les manuels. Donc juste avec un formulaire, on peut extrêmement rapidement, en quelques minutes, créer des exercices adaptés pour les enfants dyspraxiques. Et puis, dans ce ruban Word, il y a une partie qui, elle, est destinée aux enfants.
et qui vise à leur permettre de compenser un certain nombre de difficultés en classe. Je vais vous prendre comme exemple le poseur d'opération. Donc, quand on a des difficultés spatiales, au début, pour un certain nombre d'enfants dyspraxiques, 21 et 12, ça va être un peu pareil. Ça va même être strictement identique, parce que la norme est spatiale. Donc on va remplacer cette norme spatiale par une norme de couleur. Les dizaines vont être en rouge, les unités en bleu. Et donc quand on a ces problématiques d'espace, ça va être extrêmement compliqué de poser les opérations, parce que là encore, il faut aligner les dizaines sous les dizaines, les unités sous les unités. Donc nous, on va leur proposer, en fait, non pas de... Ah, pas la bonne version, désolée. Alors, je vais vous prendre une autre version qui marche mieux. Voilà. Ouais, pas de problème. Je ne sais pas si je vais y arriver là. Hop, si. Bon. Donc, on va leur proposer en fait de poser directement les opérations comme ça. Ils mettent les chiffres et ça pose tout seul et ils n'ont juste ensuite à résoudre l'opération. Voilà. Donc, je vais conclure. Vous trouverez un certain nombre de ces éléments, bien sûr, sur le cartable fantastique, mais aussi dans un livre que j'ai publié chez Odile Jacob, qui explique la vie quotidienne avec des enfants dyspraxiques. Rien de tout cela n'aurait été possible sans un certain nombre de financeurs. La Fondation pour la recherche médicale a financé toutes les études de recherche fondamentale, ainsi bien sûr que l'INSERM. La Fondation Bettencourt-Schuller accompagne le cartable fantastique dans son changement d'échelle actuel pour une durée de 3 ans. Et on a été aidé aussi par Murex, le Crédit Mutuel, le Conseil général de l'Essonne. Et au début, on a été aidé par le ministère de l'Éducation nationale. Voilà, je vous remercie pour votre attention.